Bonjour à tous, bienvenue sur VA+. Avant de commencer cet entretien exceptionnel avec Éric Zemmour, une petite annonce importante. Cette vidéo que vous vous apprêtez à regarder est la dernière que nous tournons dans ce studio. Vous vous en souvenez sans doute, pendant la campagne présidentielle de 2022, VA+, inaugurait ce très joli studio qui vous a plu. Mais valeurs actuelles déménagent et on travaille en ce moment même à l'élaboration d'un nouveau studio que vous découvrirez peut-être mi-janvier si tout se passe bien. En attendant, toute l'équipe de VA+, vous souhaite un joyeux Noël ainsi qu'une très bonne année 2025 avec un peu d'avance. Et surtout, bonne vidéo. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté ce grand entretien qui est le dernier de l'année 2024 sur VA+. On a en gros 1 heure ensemble pour faire l'état des lieux de la politique française et d'observer le triste spectacle qu'on nous offre maintenant depuis quelques semaines, peut-être plusieurs années, vous nous direz. Et puis j'aimerais qu'on parle d'économie ensuite, parce que le libéralisme semble être devenu un gros mot pour toute la classe politique. Je suis curieux de vous entendre là-dessus. Pour commencer, j'aimerais revenir sur un de vos posts Instagram que vous avez publié juste après la motion de censure. Et vous dites « Manifestement, le salut des Français ne viendra pas de cette classe politique ». J'aimerais bien comprendre de quoi il s'agit. Est-ce que vous parlez de toute une génération, des politiques de cette époque, ou est-ce que vous zoomez plus concrètement sur cette configuration de l'Assemblée nationale? Vous savez, ça fait plusieurs années que je réfléchis à la crise politique ou du politique, les mots sont difficiles à définir, que nous vivons. En fait, si je veux essayer de récapituler pour vous, puisqu'on a un peu de temps, je dirais que nous vivons plusieurs crises qui s'emboîtent les unes dans les autres, un peu comme les poupées russes, vous savez, les unes englobant les autres. Alors, essayons de serrer tous les problèmes. Alors, vous avez parlé très justement de cette classe politique-là, qu'on voit au Parlement, à la télévision, etc. Il est évident pour moi, qui ai été journaliste politique dans les années 80-90, qu'il y a une baisse évidente de niveau culturel. Vous savez, je vais vous donner des exemples tout bêtes. Le général de Gaulle, le soir, avant de s'endormir, lisait quelques pages des Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Le président Pompidou, il pouvait lui arriver de parler en grec ancien avec certains de ses ministres qui étaient aussi lettrés que lui. François Mitterrand, on voit souvent sur des photos, il lit par exemple les Mémoires de la comtesse de Boigne dans son avion qui le conduit à tel ou tel sommet européen ou mondial. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que lisent les grands dignitaires de la vie politique française, s'ils lisent, parce qu'il y en a qui ne lisent même pas. C'est pas par snobisme que je vous dis ça. Vous savez, on connaît la phrase de Gaulle qui disait la culture générale, c'est l'école du commandement. Et dans les Victoires d'Alexandre, il y a la pensée d'Aristote. On pourrait renverser cette fameuse phrase. On dit, dans l'inculture générale, il y a la soumission. La soumission à l'ère du temps, la soumission à l'idéologie dominante, la soumission aux médias. Quand on n'a pas de culture générale qui permet de faire le tri des événements qui se présentent à nous, eh ben on reprend l'idéologie dominante qui nous est servie, vous voyez, tous les jours dans les médias. C'est ça, en fait, le risque qu'on a avec cette classe politique globalement inculte. Ça, c'est la première chose. La deuxième crise, je dirais, c'est une crise du politique, c'est-à-dire que le pouvoir s'est échappé du pouvoir. Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez des grands groupes mondiaux qui ont des stratégies mondiales, comme leur nom l'indique, et auxquelles les politiques nationaux doivent s'adapter. Deuxièmement, vous avez des médias qui imposent la doxa dominante et qui disent ce qu'il faut penser. Troisièmement, vous avez une technostructure française et européenne qui a pris une grande partie des compétences du pouvoir exécutif et qui fait la loi avec un Parlement qui est simplement le traducteur des directives données par la technostructure européenne. Et puis vous avez, qui moi me paraît le plus grave, vous avez des juges, grands et petits, qui en vérité se sont substitués au pouvoir.
qui disent exactement au pouvoir, je pense en particulier au Conseil constitutionnel, mais aussi au Conseil d'État, qui disent au pouvoir ce qu'il doit faire et surtout ce qu'il ne doit pas faire. Monsieur Fabius est quasiment devenu plus puissant que le Premier ministre, voire le Président de la République. Fabius est évidemment président du Conseil constitutionnel. Je pense que tout cela fait que nous avons un pouvoir qui se soumet, avec une classe politique qui se soumet à ce gouvernement des juges et à cette doxa médiatique. Troisième crise, qui remonte à peu près à la même époque, c'est-à-dire, vous savez, c'est le fameux slogan de mai 68, « Tout est politique ». On ne s'est pas rendu compte à l'époque, mais tout est politique, ça veut dire que la vie privée est politique, l'amour est politique, l'humour est politique, l'école est politique, l'entreprise est politique, tout est politique. Même le sexe est politique, vous avez vu. On n'a plus le droit de l'appeler sexe, on a le droit de l'appeler le genre. Donc si tout est politique, si la vie privée est imprégnée d'idéologie, on n'a plus de liberté personnelle, on n'a plus de liberté individuelle, de privacy, comme disaient les Anglais qui ont inventé le concept, c'est-à-dire la faculté de penser par soi-même, pour soi-même, dans son fort, vous voyez, dans son fort intérieur, et de ne pas être dirigé par la cité pour ce qui est de sa pensée, et donc de sa parole, etc. Et évidemment, vous pensez toujours, tout de suite, quand je dis ça, au wokisme. Le wokisme est le bras armé de ce fameux slogan de 68, tout est politique. Quatrième crise, qui arrive comme la tête, oui, comme l'aboutissement de cela et comme le révélateur. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est la crise que nous vivons depuis quelques mois. C'est-à-dire que pour répondre à toutes ces crises profondes que j'essayais de vous décrire à la hache, notre classe politique réinvente la 4e République. Et qu'est-ce que c'est que la 4e République ? Il faut bien comprendre, pour ceux qui ont oublié ou qui n'ont pas appris, etc. Parce que maintenant c'est vieux. Dans les années 60-70, quand le débat politique, vous savez, parlait de la 4e, les gens, ils l'avaient vécu. Donc ils savaient ce que le général de Gaulle disait, ils savaient ce que Pompidou disait. Aujourd'hui, c'est un peu loin. Il faut bien comprendre, la 4e République, c'est premièrement l'instabilité, deuxièmement l'impuissance. L'instabilité, nous la vivons. Depuis 2022, on a eu 4 premiers ministres. J'allais y venir. Oui. Bon, 4 premiers ministres, ça vous fait à peu près 6 mois par premier ministre. C'est exactement le rythme de la 4e République. On changeait à peu près tous les 6 mois de premier ministre. C'est impressionnant. Je ne vous parle pas des ministres de l'Éducation nationale, c'est celui que j'ai en tête parce que, en plus, il y avait des politiques différentes. Il y avait des philosophies différentes. Ça, c'est encore plus fort. Mais à part le ministère de l'Économie et des Finances, tous les ministres ont valsé sur un rythme effréné. Donc évidemment... 7 ministres de la Santé différentes depuis 2022. Vous voyez, c'est encore pire que l'Éducation nationale. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous dire ce qui se passe. C'est la technostructure qui gouverne. Parce qu'eux restent. Et la technostructure, c'est une idéologie particulière de la technostructure, en lien avec la technostructure européenne, qui se moque complètement de ce que pense le pays et le peuple. Ça, c'est l'instabilité. Et puis, vous avez l'impuissance. C'est-à-dire l'impuissance, on sait qu'on a des défis existentiels aujourd'hui qui se présentent à la France. C'est, pour moi, le grand remplacement, avec l'invasion migratoire, la violence qui se répand partout dans la rue, qui est liée directement à ce grand remplacement. 3, l'effondrement économique et l'endettement. Et 4, l'effondrement de l'école. Il ne faut jamais oublier. Et qui est d'ailleurs lié à la fois au grand remplacement et qui est aussi une des causes de l'effondrement économique. Bon. Donc tous ces défis existentiels, on ne peut pas y répondre avec des gouvernements qui durent 6 mois. Ce n'est pas possible. À propos de cette instabilité gouvernementale dont vous parlez, donc 4 premiers ministres depuis 2022, 7 ministres de la Santé depuis 2022 aussi, est-ce que c'est un problème qui est propre à Emmanuel Macron ? Parce que son logiciel de pensée est assez déroutant et donc il est obligé, si vous voulez, d'être dans le en même temps en permanence, ou est-ce que c'est quelque chose qui est propre à la Ve République ? Parce que sous Nicolas Sarkozy, il y avait eu 3 ministres de l'Intérieur en 5 ans, 3 ministres de la Justice. Est-ce que l'instabilité gouvernementale auquel on assiste est du fait d'Emmanuel Macron et de son logiciel de pensée ? Je dirais qu'il y a plusieurs choses.
Je vous répète, la Ve République, c'est la stabilité gouvernementale. C'est une des raisons fondamentales du changement de régime voulu par le général de Gaulle et Michel Debré. Donc à l'époque, vous aviez des ministres, Georges Pompidou par exemple, était Premier ministre avant la motion de censure, il était maintenu après, et il a été même maintenu après les élections législatives de 1967. Parce que le général de Gaulle voulait montrer que, justement, ce qu'il privilégiait, c'était la stabilité. Des ministres pouvaient rester 4 ans, 5 ans, 6 ans, etc. Bon. Vous avez raison, depuis le quinquennat, les présidents font valser davantage les ministres. Je pense qu'ils ont tort, mais en tout cas, c'est comme ça. Et Emmanuel Macron aggrave ce phénomène. C'est assez paradoxal d'ailleurs, Emmanuel Macron, parce que d'un côté, il remet beaucoup de stabilité à Bercy, puisque Bruno Le Maire est resté 7 ans. Quand même, il faut dire donc que Bruno Le Maire est responsable, avec Emmanuel Macron, de cette politique et de l'aggravation incroyable des déficits budgétaires et de l'endettement. Faut quand même, il est resté justement le temps qu'il faut, donc il faut quand même qu'il assume sa responsabilité, avec Emmanuel Macron d'ailleurs. Et par ailleurs, sur d'autres sujets, comme l'éducation nationale, je vous le prenais parce que ça m'avait frappé, là il y a une instabilité complètement démente, aggravée par des contradictions de lignes. Vous vous souvenez, entre Blanquer et Pape Ndiaye, c'est deux lignes opposées. C'est des gens qui d'ailleurs ne s'aiment pas et qui s'opposent idéologiquement. Donc là, on ne comprend plus Emmanuel Macron. On ne comprend plus, je vous dis la vérité. Je ne sais pas ce qu'il pense. Est-ce qu'il est plutôt pour Blanquer? Est-ce qu'il est plutôt pour Pape Ndiaye? En tout cas, c'est assez lamentable sur un sujet aussi fondamental. Dans une école française qui part à la dérive, de faire ces renversements idéologiques. Donc ça, c'est une chose. Donc c'est une cumulation, en fait. Mais Emmanuel Macron a sa responsabilité, elle est importante, mais c'est un mouvement qui venait de loin, de déstabilisation de la Ve République. Et quand la Ve République ressemble trop à la Quatrième, est-ce que ça veut dire qu'on est au bout d'un système? Moi, je crois le contraire. C'est-à-dire que, vous comprenez, il faut bien comprendre aussi d'où ça vient. La gauche déteste la Ve République. Elle a toujours détesté la Ve République. Pourquoi? Parce que la Ve République, c'est une véritable démocratie, c'est-à-dire que le peuple s'exprime directement par l'élection du président de la République au suffrage universel et par le référendum. La gauche veut toujours que son vote soit dispersé, que son vote, en fait, en gros, il faut qu'il y ait des gens qui diffractent, qui interprètent le vote populaire. Les parlementaires. Comme la Ve République a tué le rôle du Parlement, vous voyez aujourd'hui, ce sont les juges. Mais à chaque fois, le peuple doit être, selon l'expression d'un haut dignitaire de la Troisième République, André Tardieu, un souverain captif. La gauche aime le peuple comme souverain, mais comme souverain captif. Et De Gaulle et la Cinquième l'ont libéré. Alors évidemment, on lui remet des captifs. On lui remet des geôliers, je veux dire. Le Conseil constitutionnel est un geôlier du peuple aujourd'hui. Et de nouveau, le Parlement et toute la classe politique... je vais vous donner un exemple. On parle aujourd'hui, vous avez sûrement entendu cette expression revenir en boucle dans la bouche de tous les politiques. La culture du compromis. Et on nous explique que ce n'est pas dans la culture française et qu'il faut absolument l'adopter, que les démocraties occidentales sont toutes régies par la culture du compromis. Et moi, quand j'entends ça, j'ai un sourire un peu dépité. Parce que c'est faux de dire que ce n'est pas dans la culture française. C'est que simplement, justement, ça nous a mené à la catastrophe. C'est cette culture prétendue du compromis qui nous a mené à l'impuissance de la Troisième et de la Quatrième République. Et c'est pour ça que, justement, le général de Gaulle a fait la Cinquième République. Vous comprenez? Donc la culture du compromis, ça veut dire le retour à l'impuissance et à des compromis qui ignorent la volonté du peuple. C'est ça la volonté de la gauche, et la droite qui, comme d'habitude, se soumet à la gauche. Donc moi, je suis très frappé par ça. Donc il faut, si vous voulez, quand vous parlez de fin de système, moi je crois qu'il faut revenir justement au système originel, et donc combattre tout ce que je vous ai décrit. Combattre le gouvernement des juges, revenir au pouvoir du peuple par le référendum et l'élection du président au suffrage universel, combattre le wokisme dans les écoles, l'université et même les entreprises, réduire
les impôts, les charges, on va en parler, pour avoir un État plus léger et des gens qui retrouvent une certaine prospérité. Vous voyez, tout cet ensemble de mesures combattent la technostructure, qu'elle soit européenne ou française. Donc revenir à l'esprit originel de la Ve République, qui est complètement dévoyé aujourd'hui par cette classe politique qui se vautre dans la 4e République. Et plus précisément sur le Conseil constitutionnel, vous, qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce qu'il faut simplement remplacer Laurent Fabius? Ou est-ce que... c'est pas une question d'homme. Oui. Si vous voulez, Laurent Fabius utilise l'outil qui lui est donné et qui a été préparé depuis 50 ans. Je ne vais pas revenir à les questions que les étudiants en droit apprennent aujourd'hui, c'est-à-dire une décision du 16 juillet 71 qui a permis, où le Conseil constitutionnel s'est autorisé le droit de juger une loi sur le fond, en fonction de textes pris dans la Déclaration des droits de l'homme, qui est dans le préambule de la Constitution. Il faut dire les choses aux gens, ce fut un coup d'État judiciaire. Jamais le général de Gaulle n'aurait permis cela. Jamais. Ce n'était pas dans l'esprit de la Constitution. Le Conseil constitutionnel n'a pas été créé pour contrôler une loi sur le fond en fonction d'autres textes, aussi prestigieux soient-ils. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas dans l'esprit de la Constitution ni dans la lettre. Ce fut un coup d'État qui a duré depuis 50 ans, où toute la classe politique déjà l'a alimenté, et Laurent Fabius en est l'incarnation aujourd'hui, parce qu'il en fait un usage absolument scandaleux. Mais un autre fera la même chose. Alain Juppé étant son acolyte. Et demain, si on parle de M. Dupond-Moretti, il fera la même chose, c'est-à-dire, en gros, il interdira au gouvernement, par exemple, parce que c'est la question la plus emblématique, de régler enfin, d'arrêter enfin la vague migratoire et l'invasion migratoire. Et ça, vous avez bien compris que c'était la question de fond depuis les années 80, depuis un conflit, je m'en souviens très bien, entre Robert Badinter, le socialiste, qui était président du Conseil constitutionnel, et Charles Pasqua, qui était alors ministre de l'Intérieur dans les années 85-86. Donc, pour en revenir à votre question, il faut ramener le Conseil constitutionnel au pouvoir qu'il avait auparavant, dont il est sorti de façon indue et de façon anticonstitutionnelle, puisqu'il passe son temps à se prévaloir de la Constitution. Il y a plusieurs mesures à prendre. D'abord, il faut utiliser le référendum pour régler des questions fondamentales. Premièrement. Deuxièmement, il faut impérativement modifier la Constitution et l'article 55 en particulier, qui met les traités internationaux au-dessus des lois et qui permet justement au Conseil constitutionnel de se fonder sur une norme internationale pour pouvoir interdire et pour pouvoir censurer une loi. Il faut dire que les lois votées postérieurement au traité ont une force supérieure. C'était la tradition française, la tradition juridique française, avant 1989, un arrêt célèbre pour les juristes, l'arrêt Nicoulot, du Conseil d'État, et le Conseil d'État appliquait cette règle, c'est-à-dire qu'une loi postérieure à un traité international lui était supérieure. Vous voyez, il y a des choses à faire, on peut faire des choses, mais pour ça, il faut avoir de la détermination. Et puis une révision constitutionnelle. Il faut une révision constitutionnelle et l'utilisation du référendum. À propos du niveau de nos politiques, puisque vous avez parlé de leur niveau intellectuel. Culturel. Niveau culturel. Je ne me permettrai pas. Est-ce que vous diriez que les politiques, les élus, sont surtout en quête de buzz et de gros coups médiatiques? Est-ce que ça prend trop de place dans leur activité? Vous savez, je suis toujours mal à l'aise avec cette question, parce que il ne faut pas se cacher, tout le monde, tous les politiques ont toujours utilisé les moyens de communication de l'époque. Napoléon utilisait le bulletin de la Grande Armée, il écrivait lui-même. Roosevelt et De Gaulle doivent tout à la radio. Puis De Gaulle à la télévision. Kennedy à la télévision. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, chaque homme politique dans son temps utilise le moyen le plus moderne pour parler aux gens. C'est normal, la politique, c'est ça. Mitterrand disait, la politique, c'est parler aux gens. Donc, on doit utiliser tous les moyens. Vous
voyez, on doit utiliser la télévision, on doit utiliser la radio, on doit utiliser aujourd'hui les réseaux sociaux, les fameux podcasts aussi. Moi, je trouve pas ça anormal du tout, vous comprenez? Même on doit aller sur TikTok, on doit aller partout. Bon, maintenant, là où vous avez raison, je comprends votre question, c'est que il ne faut pas que l'outil réduise la pensée et les interventions du politique et que ça soit le seul objectif et qu'il n'y ait rien derrière, qu'il n'y ait que de la communication, que de la com comme on dit, et qu'il n'y ait rien derrière. Mais la communication est utile, mais il faut qu'il y ait des actes derrière et une pensée. Et bien souvent aujourd'hui dans la classe politique, il n'y a ni pensée ni acte. Depuis plusieurs semaines, alors à l'heure où on tourne cet entretien, on n'a pas encore de Premier ministre, je le précise. Depuis plusieurs semaines, la bulle politico-médiatique, on va dire, se passionne en boucle sur le duo Wauquiez-Attal contre le duo Le Cornu-Retailleau, ou toute autre manœuvre politicienne, on va dire. Ça doit désintéresser globalement 95% des Français. D'après vous, quel est en réalité le vrai clivage, la vraie opposition qui compte? Moi, je pense, depuis plusieurs années, depuis l'émergence d'un Jean-Luc Mélenchon héros d'un peuple islamo-gauchiste, que, au vu de la démographie, au vu de l'évolution de Mélenchon et de ce camp, de ce peuple, puisque Jean-Luc Mélenchon parle de nouvelle France et de nouveau peuple, le clivage, le véritable clivage est entre ceux qui sont alliés ou membres de ce peuple islamo-gauchiste qui veulent la nouvelle France, comme dit Jean-Luc Mélenchon, et ceux qui veulent, comme je l'ai dit pendant la présidentielle, que la France reste la France. Pour moi, c'est le clivage fondamental des années à venir, qui va d'ailleurs se réduire à un clivage droite-gauche, si l'on veut, puisque ce peuple islamo-gauchiste va s'appeler la gauche, et que donc en face, forcément, ça sera une droite nouvelle. C'est toujours comme ça dans l'histoire de France et dans l'histoire de l'affrontement entre la droite et la gauche. Le clivage en lui-même, droite-gauche, est éternel, mais il se renouvelle. Sinon, on se disputerait encore sur les pouvoirs du roi, comme en 1789. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, évidemment, ça s'appelle toujours droite-gauche, mais ce n'est plus les clivages d'avant. On ne va pas revivre, quand je parle de clivage droite-gauche, on ne va pas revivre l'affrontement entre le RPR et le Parti socialiste. Vous voyez? Voilà. En revanche, ce que je crois dépasser, c'est le clivage entre les populistes et les mondialistes. Le clivage entre les souverainistes et les mondialistes. Ça, je pense que c'est un clivage des années 90 qui est lui aussi dépassé. Je pense qu'aujourd'hui, le clivage fondamental, c'est ce clivage entre le camp islamo-gauchiste, avec tous ses alliés, et ils sont nombreux, à gauche, mais aussi au centre-gauche, mais aussi au centre-droit, et les autres, qui seront appelés extrême droite, mais qui en vérité sont la droite pour que la France reste la France. Sur le clivage mondialiste-populiste, il est quand même encore mis en scène, encore mis en avant. Alors, par qui et pourquoi? Il est mis en scène, c'est simple, par les deux adversaires qui ont intérêt, c'est-à-dire d'un côté Marine Le Pen et de l'autre Emmanuel Macron. Je note d'ailleurs que dans ces deux candidats et qui ont intérêt à mettre en scène ce clivage, celui qui a le plus avantage, c'est quand même Emmanuel Macron, parce qu'à la fin, il gagne toujours. Et que le camp des souverainistes perd toujours. Il faut quand même bien se rappeler cela. Donc, moi, je pense qu'il y a évidemment des intérêts, il y a aussi des convictions. Madame Le Pen est une souverainiste. Moi, je me suis battu pour le souverainisme aussi dans les années 90, donc je ne vais pas du tout renier ce combat-là. Je pense que nous sommes là dans le même camp, mais je pense qu'aujourd'hui, ce combat-là est encore dépassé. Il est englobé par un combat encore plus grand dont je vous ai décrit les lignes de force. Donc je pense que oui, il y a encore ce combat souverainiste, mondialiste, qui est mis en scène, je pense, aujourd'hui par le camp mondialiste pour pouvoir gagner, parce qu'il sait bien qu'à chaque fois il gagne, et par le camp des souverainistes, parce que d'abord pour des convictions, et puis aussi parce que ça lui permet d'étouffer les rivalités éventuelles. Je disais en introduction qu'on allait parler économie parce que pendant le vote du budget qui a mené à cette motion de censure, on a constaté que toute la classe politique était antilibérale.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où même les Républicains proposent de revaloriser les retraites, qu'on soit pour ou pas, c'est quand même très étonnant de leur part, et je pense que leur électorat attend précisément l'inverse. Est-ce que l'étatisme est devenu le nouveau filon électoral? Je dirais que, effectivement, dans la classe politique aujourd'hui, il n'y a que des socialistes. Des socialistes de gauche et des socialistes de droite comme le Rassemblement national. Les seuls qui échappent à ce socialisme, je crois, c'est chez nous, à Reconquête. Nous sommes les seuls à tenir une ligne qui n'est pas socialiste. On va parler de l'État et du libéralisme. Le problème en France, c'est que, et je ne vous dirai jamais le contraire, c'est l'État qui a fait la nation. Donc moi, je ne suis pas anti-État. Je ne méprise pas l'État, je ne dis pas l'État c'est le problème. L'État, depuis 1000 ans, a fait le pays, a fait la nation, a rassemblé des territoires qui étaient fort disparates, a maintenu une unité quand les gens ne pensaient qu'à s'affronter et à s'étriper. Et il y en a eu de nombreux dans l'histoire de France. Donc moi, je ne vais pas cracher sur l'État. En revanche, notre problème, c'est la bureaucratie, c'est un nombre de fonctionnaires incalculable, c'est des gabegies inouïes. Je vous donne quelques chiffres simples. J'ai demandé à regarder le nombre de fonctionnaires depuis 40 ans. Je vais vous donner l'évolution parce que c'est très intéressant. En 1981, il y a 3 900 000 fonctionnaires. Quand M. Mitterrand quitte le pouvoir en 1995, on a 500 000 fonctionnaires de plus. Donc on est à 4,4 millions. M. Chirac arrive au pouvoir. Normalement, la droite. Et là, quand il quitte le pouvoir en 2007, on a 800 000 fonctionnaires en plus. 5 millions d'eux. Puis M. Sarkozy, M. Hollande, à peu près 100, 120 000 fonctionnaires en plus. Puis M. Macron, à peu près 150 000 fonctionnaires en plus. Et nous voilà arrivés à 5,7 millions 100 000 fonctionnaires aujourd'hui. Est-ce qu'on considère que depuis 40 ans, on est mieux administré, qu'on attend moins à l'hôpital, que le niveau scolaire s'est amélioré, que les services rendus par les différentes administrations sont meilleurs, qu'on attend moins pour avoir un passeport ou une carte d'identité, Tous les territoires sont représentés. qu'il y a des services publics dans tous les territoires. Vous avez compris évidemment que je parle par antiphrase. Évidemment, tout cela s'est détérioré de façon exponentielle, avec un nombre croissant de fonctionnaires. C'est qu'il y a un problème. Et de fonctionnaires nationaux, mais aussi locaux. Pour vous donner une comparaison, entre 1996 et 2021, 25 ans, la population s'est accrue de 13%. Le nombre de fonctionnaires dans la fonction publique territoriale, donc dans les collectivités locales, s'est accru de 44%. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Est-ce que vous trouvez normal que, dans le même temps, la fonction publique hospitalière se soit accrue de 35%, alors qu'on attend de plus en plus à l'hôpital, aux urgences, et qu'on manque sans cesse de personnel ? Le problème en France, c'est la bureaucratisation. C'est-à-dire que ça soit à l'école ou que ça soit à l'hôpital, il y a de plus en plus de personnel dans les bureaux qui pondent des notes et des normes, et de moins en moins de personnel sur le terrain. Il faut inverser cette tendance. Et il faut diminuer globalement le nombre de fonctionnaires. Et pourquoi est-ce que ce que vous dites n'est pas électoralement porteur ? Parce que dans la classe politique, si je résume, il y a vous et David Lisnard, ce qui est sur ce point-là, on, dire, on est d'accord là-dessus, oui, absolument. Sur cette ligne, absolument. Mais vous êtes... Non, mais vous avez raison. Lisnard dit des choses comparables là-dessus, oui, sur ce sujet-là, et depuis longtemps, et avec constance et avec cohérence. C'est lui d'ailleurs, j'ai repris sa phrase, qui disait que le libéralisme était devenu un gros mot. Pourquoi est-ce que vous êtes isolé à ce point ? Est-ce qu'il y a une démagogie qui s'est étalée sur tout le reste du champ politique ? C'est une vieille histoire française. Dans les années 80, on disait « la France est le seul pays communiste qui a réussi ». Cette blague ne pourrait même plus être faite, puisqu'aujourd'hui... On n'a pas réussi. Voilà, le communisme a fini par avoir notre peau. Et vous savez, quand vous avez aujourd'hui le parti soi-disant moderne, comme la Macronie, qui défend une théorie de l'offre,
on va en parler, mais qui en même temps aggrave, accroît le nombre de fonctionnaires, accroît des déficits, mais pire que ce qu'ont jamais fait les plus mauvais socialistes. Et qu'en face, on a deux grandes oppositions. Je continue, que LR, quand il arrive au pouvoir, avec M. Barnier, donc la droite, censée baisser les impôts et baisser les dépenses, fait le contraire, augmente les impôts et ne baisse pas les dépenses. Quand vous avez deux grands partis d'opposition, comme le RN et LFI, qui en vérité sont d'accord pour supprimer la loi sur les retraites, qui faisait passer l'âge pivot de la retraite de 62 à 64 ans, et qui coûterait, il faut le dire, on ne le dit jamais, qui coûterait 20 milliards. C'est-à-dire que si LFI et le RN avaient réussi à abolir cette loi, c'était 20 milliards par an de dépenses supplémentaires. Personne ne le dit jamais. Donc il faut quand même voir le prix à payer. Donc on a toute cette classe politique, effectivement, vous avez raison, qui est gangrénée par la démagogie socialiste, pour une raison simple. C'est très facile de venir devant les électeurs et de leur dire « mais je vais vous faire un petit chèque, mais je vais vous donner un petit peu d'argent en plus. Ah, mais là, vous avez des difficultés, je vais vous faire un chèque. » La vérité, c'est que cet argent-là, c'est dans notre poche qu'on le prend. On le donne, mais on l'a pris dans notre poche. Bon, il faut, en vérité, baisser les dépenses pour pouvoir baisser les impôts. Encore une fois, quelques chiffres rapides, j'espère ne pas... on a le temps. Non, mais ne pas perdre. accumuler trop de chiffres. Mais il y a des chiffres quand même importants. Aujourd'hui, vous avez... Allez, on produit, vous savez, le fameux PIB, produit intérieur brut, c'est toutes les richesses que les Français produisent. Très bien. Les Français et les étrangers qui sont sur notre sol, d'ailleurs, les entreprises étrangères, etc. On a 2800 milliards, un peu moins de 3000 milliards. Sur ces 2800 milliards, on paye comme impôt, comme charge, comme taxe, 1300 milliards. 48% du PIB. Pour vous donner un point de comparaison, l'Allemagne, c'est 42%. Pour vous donner encore une comparaison avec l'Allemagne, je vous parlais de l'administration, je vous parlais de la suradministration française. On a 85 fonctionnaires pour 100 000 habitants. Les Allemands en ont 52. Pourquoi ? Est-ce qu'ils sont... Et les hôpitaux marchent moins bien, les écoles marchent moins bien. Enfin, vous voyez, non, on sait bien que non. Dernier chiffre, les dépenses publiques, ce que l'État dépense. Ça représente, je vous ai donné le chiffre de 2800 milliards, le PIB, on dépense 58% de ce PIB. C'est le record du monde. On est en tête partout. Les Allemands dépensent 49%. Et les Allemands sont déjà loin devant les Américains, devant les Japonais, qui dépensent beaucoup moins et qui imposent beaucoup moins. Vous voyez ? Donc, nous devons absolument baisser les dépenses, mais massivement. Massivement. Il faut que ça soit un effort de 100, 150 milliards, 200 par an, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et il faut réduire les impôts en conséquence. Qu'est-ce qu'a fait M. Macron ? M. Macron a réduit un peu les impôts. Il ne faut pas être malhonnête, il faut le reconnaître. Il a réduit un peu les impôts de production, il a réduit de façon déterminée l'impôt sur les sociétés. Vous voyez, c'est très bien. Oui, pour les entreprises, il y a quelques... Pour les entreprises, c'est très bien. Non, mais je vous dis, moi, je ne vais pas être malhonnête, ce serait idiot. Il a supprimé la taxe d'habitation. En vérité, ça a des effets pervers, mais les gens étaient bien contents de ne plus la payer. Très bien. Donc, il a baissé les impôts. Et pas spécialement pour les riches, pour tout le monde. Mais il a accentué les dépenses publiques. Donc, un enfant de 8 ans comprendrait. On baisse les recettes et on augmente les dépenses, et bien le déficit va devenir énorme. On est aujourd'hui à 6% de déficit budgétaire. Vous savez combien, en 1983, quand les socialistes avaient dépensé à tout va entre 81 et 83, et qu'on était aux portes du FMI, que nos prêteurs ne voulaient plus nous prêter. C'est ce qui risquerait de nous arriver aujourd'hui, on va y venir. Combien était le déficit budgétaire par rapport au PIB français ? À 2,5%. C'est-à-dire que c'était le tiers du déficit d'aujourd'hui. Donc, les pires bêtises des socialistes n'arrivaient pas à la cheville des pires bêtises d'Emmanuel Macron.
Et est-ce que parmi les grands drames que vous annoncez, c'est-à-dire le grand remplacement, la guerre civile, etc., est-ce que la première des catastrophes qui va frapper la France au 21e siècle, pardon, ce sera un crack financier, une sanction des marchés qui va plonger la France dans une faillite budgétaire telle que la Grèce il y a 20 ans? Tout peut arriver. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il faut essayer encore une fois d'être le plus rationnel possible et le plus objectif possible. Pour l'instant, les marchés financiers nous prêtent. Pour vous donner la perspective, si vous voulez. Aujourd'hui, nous avons une dette énorme de plus de 3 000 milliards. Très bien, si j'ose dire. Vous savez, beaucoup de gens vous disent mais de toute façon, cette dette, on ne la remboursera jamais. Parce que, effectivement, le principal de cette dette est toujours repoussé chaque jour. Mais on paye d'ores et déjà, tous les jours, des intérêts. Les intérêts sont payés chaque jour. Et c'est ce qui nous permet de renouveler la dette. Ce que les spécialistes appellent le roulage de la dette. Très bien. Mais ça, on le paye. Et quand les taux augmentent, on le paye encore plus cher, de plus en plus cher. Là, on est à 50 milliards par an. C'est énorme. Ça va devenir bientôt le premier poste du budget, devant l'éducation nationale. Ça, c'est de l'argent en moins, vous comprenez bien. C'est de l'argent qu'on ne donne pas aux policiers, aux juges, à la justice, à l'école, etc. Bon. Deuxièmement, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, contrairement à d'autres pays, comme l'Italie ou le Japon, notre dette est détenue à moitié par des étrangers, par des fonds étrangers. Donc, ce qui veut dire que nous sommes dépendants d'eux. Troisièmement, et là on arrive vraiment pour moi à l'élément le plus important. Pour l'instant, nous sommes paradoxalement, vous allez comprendre pourquoi je dis paradoxalement, protégés par l'euro. C'est-à-dire, je m'explique. Aujourd'hui, nos prêteurs nous prêtent sans problème pour deux raisons. D'une part parce que nous sommes dans une zone économique énorme et les prêteurs voient surtout l'Allemagne, en disant bon, cette zone est stable, puisqu'il y a l'Allemagne, et l'Allemagne est très peu endettée, et l'Allemagne paiera toujours ses dettes, et donc on est pris dans ce maelstrom-là. Deuxièmement, nous avons la Banque Centrale Européenne qui, dès qu'elle peut, baisse les taux d'intérêt pour nous agréer, nous. C'est ce qu'a fait encore Mme Lagarde hier. Sauf qu'il y a un prix à payer pour ça. Et je vais vous expliquer. D'abord, vous avez bien compris, vu la comparaison que j'ai faite avec les folies socialistes de 83, que cette protection a un coût. C'est-à-dire que ça nous a permis de faire encore plus de folie et de bêtises, puisqu'on a démesurément aggravé le déficit budgétaire. Deuxièmement, les Allemands, eux, ne sont pas contents quand on baisse les taux, parce que pour des raisons complexes, ils payent une partie des retraites de leurs retraités avec les taux qui sont financés par l'emprunt allemand. Donc, plus les taux augmentent, plus les retraités allemands touchent de l'argent. Plus les taux baissent, moins les retraités allemands touchent de l'argent. Vous comprenez ? Oui. Vous avez compris que nous, c'est l'inverse. Plus les taux montent, plus nous payons de remboursement de notre dette, et plus les taux baissent, moins nous payons. Donc nous avons intérêt à ce que les taux baissent, les Allemands ont intérêt à ce que les taux montent. Quand les taux baissent, ça veut dire que les Français ont gagné. Les Allemands, vous croyez qu'ils vont rester comme ça, les bras ballants ? Ils vont nous demander des choses en échange. Qu'est-ce qu'ils nous ont demandé depuis 20 ans ? Comme par hasard, vous remarquerez que depuis 20 ans, nous avons sacrifié notre nucléaire, que la Commission européenne a démonétisé le nucléaire et que les Français ont failli abandonner le nucléaire. Il y a eu un retournement inespéré en 2022. Vous remarquerez que quand vous voyez Mme von der Leyen négocier le Mercosur c'est fait pour qui ? C'est évidemment fait pour les intérêts allemands, pour que les voitures allemandes puissent se vendre en Amérique du Sud alors qu'elles se vendent moins en Chine. Bon. Pourquoi vous croyez qu'ils font ça comme ça de façon aussi délibérée et se souciant comme d'une guigne de la vie de la France qui hurle qu'elle ne votera jamais le Mercosur ? Parce que c'est le prix à payer pour les taux d'intérêt qui baissent. On n'a rien sans rien.
Les Français s'endettent. Les Allemands passent à la caisse et disent très bien, puisque vous voulez continuer à vous endetter, puisque vous voulez continuer à faire des folies, en particulier sociales, puisque vous voulez continuer à soigner le monde entier à des prix exorbitants, puisque vous voulez continuer toutes ces dépenses complètement dingues, eh ben, le prix à payer, c'est par exemple le nucléaire, c'est par exemple le Mercosur. Vous voyez, le prix, il y a toujours un prix. Voilà. Donc, pour retrouver notre souveraineté, puisqu'on parle de souveraineté, pour retrouver notre souveraineté, il faut réduire la dette. Pour réduire la dette, il faut réduire les dépenses. Pour réduire les dépenses, il faut réduire les impôts pour obliger à ce qu'il y ait un mouvement qui aille de pair. Ça demande du pragmatisme. Bah, ça demande plus que de pragmatisme, ça demande du courage politique. Ouais. Et malheureusement, Et ça revient classe peut-être à politique notre n'en a question. pas. Ça, je suis d'accord avec vous. On préfère être démagogique et dire mais on va vous faire un petit chèque, etc. Il faut arrêter. Il faut arrêter la gabegie avant tout. Je veux dire, il y a des chiffres à n'en plus savoir qu'en faire de gabegie. On a les 23 milliards de subventions aux associations. Moi, je pense qu'il faut supprimer les subventions aux associations politisées. Évidemment pas aux clubs de sport, mais c'est pas ça qui nous ruine. Hein. Bon. Il y a les 15 milliards d'aide publique au développement. Vous savez, l'aide publique au développement. Bon. Maintenant, tout le monde le sait, depuis que Sarah Knafo en a parlé, et tout le monde le dit après elle, on donne de l'argent à la Chine, qui est la première ou la deuxième puissance économique du monde, ce qui est absolument ridicule. On donne à l'Algérie, qui nous crache au visage. On donne à d'autres pays qui ne signent jamais les laissez-passer consulaires pour reprendre leurs clandestins. Très bien. Mais le pire, c'est qu'auparavant, dans les années 60, 70, 80, cette aide publique au développement, au moins, avait une utilité. C'est-à-dire qu'on donnait de l'argent aux pays plus pauvres, et en échange, ils achetaient français. Ils demandaient, par exemple, à Bouygues de leur construire un aéroport. Vous voyez, avec cet argent. Donc ça servait les entreprises françaises. Depuis quelques années, cet argent n'est plus donné directement par la France. Il passe par des institutions, l'Europe ou l'ONU. Donc les gens ne savent même pas que c'est la France qui les a aidés. Alors que quand la Chine aide, par exemple, construit un hôpital, il y a écrit en gros « don du peuple chinois ». Nous, la France, on n'écrit rien. On ne dit plus rien. Donc il faut arrêter avec cet argent gaspillé. Et je pourrais continuer. Je parlais du nucléaire tout à l'heure. Il est évident que c'est notre énergie maîtresse. Et que, franchement, les éoliennes n'ont pas montré leur utilité. Il y a 20 milliards de subventions aux éoliennes. Il y a 50 milliards de subventions à la transition écologique. C'est énorme. On pourrait continuer. Les collectivités locales. Est-ce que vous savez que Madame Hidalgo a une fonction publique sous son autorité de 55 000 personnes 55 000 personnes. Un service de communication, vous parliez de la communication tout à l'heure, de 400 personnes pour faire la communication de Madame Hidalgo et de la ville de Paris. 55 000 personnes, c'est plus que tous les services de la préfectorale en France, qui sont à 30 000 personnes. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sabrer dedans comme le ferait Javier Milei? Absolument. Vous vous inspirez de lui d'ailleurs? Je ne m'inspire pas spécialement de lui, je regarde ce qu'il fait, c'est très intéressant, et je crois qu'il commence à avoir des résultats. C'est évidemment fragile, il y a eu peu de temps. On regarde ce qu'il fait avec beaucoup d'intérêt. Pareil pour ce que va faire Elon Musk avec Donald Trump. Je pense qu'il y a un grand mouvement aujourd'hui qui a bien compris que l'État était quelque chose d'extraordinaire, mais qu'il fallait le recentrer sur ses missions régaliennes qu'il n'exerce plus. On veut dire, on n'a jamais été aussi en danger dans les rues françaises. Le rôle de l'État, c'est d'abord cela. C'est d'abord protéger les citoyens de son pays. Bon. C'est aussi assurer la défense. On a dépensé de moins en moins depuis 30 ans dans la défense. Vous voyez, c'est des choses, ce qu'on appelle le régalien. Et il faut arrêter la gabegie de donner de l'argent, des primes vélo, des primes rénov, des passes culture, etc., etc. Pour moi, tout ça, c'est de la gabegie. Et comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser, pour faire de la pédagogie à ce sujet? Parce que c'est en partie votre rôle, vous qui êtes politique, mais on vous résume beaucoup trop à vos thèses, à vos propos sur l'immigration, etc. Est-ce que vous regrettez de ne pas être suffisamment entendu sur le sujet de l'économie?
Bah, vous savez, j'avais fait un choix pendant la présidentielle qui était d'imposer ce thème du grand remplacement. Parce que je pense que c'est le danger existentiel qui menace la France à l'horizon de 10 ans, de 20 ans. C'est-à-dire euh, devenir minoritaire sur son propre territoire pour le peuple français, arriver à des affrontements, voire à une guerre civile, une libanisation. Ce que j'ai dit pendant la présidentielle. Je ne regrette rien. J'ai, je pense, éclairé beaucoup de gens, j'ai libéré beaucoup de paroles et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup m'en savent gré. Bon, maintenant, oui, aujourd'hui, vous avez vu, depuis quelques mois, je parle de plus en plus d'économie parce que je pense que c'est l'autre grand thème qui, qui nous menace. Donc, maintenant, j'ai imposé ce thème du grand remplacement. Aujourd'hui, tout le monde en parle, tout le monde se pose des questions. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Et désormais, effectivement, avec toujours la même règle qui est de dire la vérité, hein, notre slogan, c'était le courage de la vérité. Donc il faut absolument dire la vérité, ce que ne fait pas toute la classe politique du RN à LFI en passant par les autres partis. Donc nous disons la vérité, quoi qu'il en coûte, si j'ose dire. Tout à l'heure, on parlait de démagogie. Je repense à ce débat qui a eu lieu sur BFM, auquel Sarah Knafo a participé. Il y avait différents élus, Alexis Corbière, Othman Nasrou, etc. Et Alexis Corbière a dit quelque chose d'intéressant sur les retraites en disant il faut l'appliquer à 60 ans parce que 70% des Français veulent la retraite à 60 ans. Comment vous réagissez à ça? Évidemment, si on fait un micro-trottoir dans la rue, les gens voudront bosser moins, de la même façon que si on fait un micro-trottoir pour savoir est-ce que vous voulez le SMIC à 2000 euros, tout le monde dira oui. Alors, Corbière a raison. 70% des Français veulent la retraite à 60 ans. Corbière oublie simplement que quand 70% des Français veulent arrêter l'immigration, là, il s'assoit sur ce sondage. Première réponse. Il faut, soit on parle de tous les sondages, soit on n'en parle d'aucun. Deuxième chose, il faut donc trouver, moi je veux bien que tout le monde parte à 60 ans, même à 50 ans si on veut, mais comment on le paye? Comment on paye les retraites? On sait qu'aujourd'hui, dans le système de répartition actuel, on ne pourra pas financer les retraites. On est déjà le pays qui finance, dont la part consacrée aux retraites, 14% du PIB, est la plus importante en Europe. Alors on va aller combien? À 15%, à 16%, à 17%, à 18%, à 20%. On va consacrer de plus en plus de sommes à ces retraites. Pourquoi? Parce que, les gens vivent de plus en plus vieux. Quand on a fait la retraite à 60 ans, la moyenne d'âge était quand même à 69 ans. Je veux dire, l'espérance de vie était à 69 ans. On est à 82 ans aujourd'hui, 80, 82 ans. Et pour les femmes, plus encore. Donc il faut les payer, tout ça. Deuxièmement, en 1945, le système de répartition, il y avait 5 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 2 actifs pour un retraité. Et on sera de moins en moins, puisque les gens de la génération précédente ont fait beaucoup moins d'enfants. Donc on voit bien que pour payer les retraites des boomers, qui sont la génération la plus importante de l'histoire de France, il y aura de moins en moins d'actifs. C'est ça le système de répartition. Ce n'est pas vos économies qui servent à payer la retraite, c'est le travail des actifs qui servent à payer la retraite des inactifs. Donc on voit bien que le système de répartition arrive à son terme et qu'il faut renouveler ce système. Donc il faudra, vous avez vu que dans tous les autres pays d'Europe, on augmente l'âge. Nous, à 64 ans, on fait figure de parents pauvres. L'Italie est à 67, le Japon est à 70. C'est inexorable puisque les gens vivent de plus en plus vieux. Donc il est évident qu'on va travailler de plus en plus. Bien sûr, il faut faire des règles différentes selon la difficulté des travails, quand on commence tôt, etc. Très bien. Par ailleurs, il faut absolument mettre en place un système de capitalisation à côté du système de répartition. Je signale, capitalisation, ça veut dire que là, vous mettez, de l'argent de côté pendant que vous travaillez pour payer plus tard votre retraite et vous le placez en bourse. Enfin, c'est des organismes qui le placent, évidemment, des fonds de pension, qui le placent et qui vous donnent ensuite le produit de ces placements. Ça existe déjà en France pour les fonctionnaires. Grand paradoxe. Et ils ne s'en plaignent pas. Deuxièmement, ça existe dans d'autres pays. Par exemple, j'ai regardé en Suisse.
En Suisse, ils ont des retraites bien supérieures aux Français. Pourquoi? Parce qu'ils font depuis longtemps un système de capitalisation à côté du système de répartition. Il faut conjuguer les deux. Et c'est la seule solution. Il faut conjuguer les deux. Parce que sinon, on va sans cesse se quereller sur cet âge de la retraite. On ne pourra pas financer l'âge de la retraite à 60 ans. Ce n'est impossible. Il faudra soit diminuer les retraites, personne ne sera d'accord, soit augmenter encore plus, je vous l'ai dit, les impôts pour que les gens puissent financer les retraites. Donc il faudra, garder cet âge minimum de 64 ans, voire aller à 65, 66, et le compléter par un système de capitalisation. Mais là aussi, il faudra du courage politique. Alors, on approche à la fin de cet entretien, on va clore la partie économie pour évoquer la réouverture de Notre-Dame, et ce sera la conclusion de cet entretien, sur la réouverture en tant que telle, donc le chantier, cette réussite manuelle, etc. Et sur l'événement en tant que tel, est-ce que vous considérez que la réouverture de Notre-Dame est, au XXIe siècle, l'épisode le plus joyeux que la France ait connu? Ah oui, incontestablement, le plus beau. Le plus beau. Vous savez, en fait, quand Notre-Dame a brûlé, on a vécu, observé, ressenti une émotion à laquelle on ne s'attendait pas. Il faut être honnête. On ne pensait pas, tous, être aussi affectés, affligés. On avait les larmes aux yeux. Ça ne nous était pas arrivé depuis arrêté. Sans doute le Bataclan. Oui. Soyons honnêtes. Et on s'est aperçu de deux choses. On s'est aperçu d'abord que nous étions dans cet état-là, qui nous a déjà surpris, à part quelques mauvais coucheurs qui disent on s'en fout, vous vous souvenez sur les réseaux sociaux, on s'en fout de ta cathédrale, etc. Très bien. Mais c'était rarissime en vérité. Et puis dans le monde entier, on a vu qu'une émotion incroyable. Les dons ont afflué, en particulier des États-Unis. Je crois que ça représente 20% des dizaines de millions qui ont été déversés pour la reconstruction de cette cathédrale. Moi, je vais vous dire, j'en ai déduit deux choses. Deux leçons, j'en ai tiré deux leçons. La première, c'est que sur la France, qu'est-ce que c'est? La France, c'est deux choses. Un, c'est le christianisme. Je le disais avant, je vais évidemment continuer de le dire avant. Après, c'est le christianisme qui a fait la France. Il n'y a pas de France sans le christianisme. Voilà. Je citais souvent, et je continue de le citer, le grand écrivain André Suarez qui disait qu'il aille ou non à l'église, qu'il aille ou non à la messe, le français a les évangiles dans le sang. Voilà. Nous sommes fabriqués, nous sommes forgés, que nous soyons chrétiens ou non. Ce n'est pas un catholique qui vous parle, mais nous sommes, en tant que Français, imprégnés par le christianisme. 1. 2. La France incarne à ses yeux et aux yeux du monde la beauté. La beauté architecturale. Je vous rappelle que le style de Notre-Dame, c'est le style gothique, mais qu'il a été pendant des siècles appelé le style français, parce que ce sont les Français qui ont inventé ce style gothique et qui ont été imités dans toute l'Europe. Et les ouvriers français étaient demandés partout en Europe, à Cologne, en Angleterre, etc. Et le style littéraire, puisqu'en vérité, derrière Notre-Dame, il y a Victor Hugo. Victor Hugo et son fameux livre Notre-Dame de Paris, Esmeralda, Quasimodo, et on sait que ce sont les textes de Victor Hugo qui ont alerté le pays, en particulier le roi Louis-Philippe, et que la Notre-Dame tombait déjà en ruine à l'époque, depuis la Révolution française, et que c'est grâce à Victor Hugo et à son texte que le roi a désigné le fameux Viollet-le-Duc pour restaurer la cathédrale une première fois. Donc, vous voyez, le christianisme, la beauté. D'ailleurs, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique, puisque nos canons de la beauté ont été définis et délimités par le christianisme et par l'Église. La beauté architecturale, la beauté musicale, la beauté littéraire, etc. Tout ça nous vient de l'Église. Tout ça nous vient du christianisme, au Moyen-Âge. Donc, pour moi, ça m'a conforté dans l'idée que nous devons absolument, pour nous sauver
de la ruine qui nous menace, de l'effondrement qui nous menace, du grand remplacement qui nous menace, bref, de la disparition de la France en tant que France, nous devons revenir à nos sources. C'est-à-dire nos sources chrétiennes, nos sources esthétiques, non pas pour revenir en arrière, parce qu'on ne revient jamais en arrière, c'est un mythe, on ne reviendra pas aux années 60, au 19e siècle, au Moyen-Âge, tout ça, on ne reviendra jamais, mais pour se réapproprier nos racines, pour pouvoir aller de l'avant. C'est ce que font toutes les civilisations aujourd'hui. Vous comprenez ? La Russie redécouvre l'orthodoxie et le tsar, la Chine redécouvre Confucius, la Turquie veut redevenir l'Empire ottoman. Vous voyez, dans les derniers événements syriens, qu'est-ce que c'est ? C'est le retour de l'Empire ottoman. Vous voyez, l'Inde retourne également à ses sources hindoues. Ça ne veut pas dire que tous ces gens renoncent à la modernité, renoncent aux réseaux sociaux, à envoyer des fusées dans Mars, etc. Non, au contraire, plus on est enraciné, plus on est conscient de ses racines et fier de ses racines, plus on va de l'avant et plus on va loin. C'est le message que je voudrais délivrer. Et alors, sur l'événement de la réouverture de Notre-Dame, est-ce que vous avez été ému, touché de voir l'engouement, de voir tous ces plateaux télé en direct Il y avait un consensus qui était qu'on pensait impossible. Absolument, vous avez raison. Ça prouve bien ce que je vous ai dit. Moi, surtout, j'ai été ému d'abord par la beauté. Je regardais ça devant mon écran télé, j'étais fasciné par la beauté de Notre-Dame. C'est somptueux. Et par le travail de tous ces gens qu'on a complètement oubliés, qu'on néglige, et qui existent encore, et qui aiment le pays, qui aiment son pays, notre pays, qui aiment son art, tous ces métiers-là qui ont rétabli, qui ont corrigé, qui ont remis, qui ont, vous voyez, qui ont arrangé, qui ont embelli, tous ces métiers d'art, tous ces gens qui ont vraiment refait Notre-Dame, et qui étaient à l'honneur, légitimement. C'était tout à fait admirable, tous ces petits Français. Les pompiers aussi. Et les pompiers, bien sûr, qui ont sauvé et qui ont pris des risques fous pour sauver la carcasse de Notre-Dame qui allait brûler. D'ailleurs, je note au passage qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé. C'est quand même un mystère. Ça reste un On ne mystère. saura jamais pourquoi elle a brûlé, pourquoi. Enfin, c'est une parenthèse, mais j'y pensais aussi en regardant ma télévision. J'étais aussi. Ce qui m'a amusé, c'est la fascination de tous les dirigeants du monde. Elon Musk qui se déplace en personne, qui n'est pas un dirigeant, mais... Et leurs visages. Trump, absolument sous le charme. Elon Musk aussi, les autres dirigeants du monde. D'ailleurs, il y avait un charme dans le charme. C'est-à-dire qu'en même temps, ce qui était amusant, c'est que c'était Trump et Elon Musk qui étaient les centres d'attraction de tous les autres. Ce qui prouve bien que, vous voyez, ces hommes qu'on traitait il y a un mois de fascistes, de nazis, de sous-hommes, aujourd'hui sont l'attraction de toutes les têtes couronnées, de tous les gens qui les vomissaient. Comme quoi, ce qui est intéressant de voir ça, c'est que certains, vous savez, pensent qu'il faut se respectabiliser pour avoir le pouvoir. Moi, je pense, et cette scène de Notre-Dame le prouve, que c'est le pouvoir qui donne la respectabilisation. Donc il faut gagner le pouvoir pour devenir respectable. Bon, c'était une belle épopée française en tout cas. Absolument. Merci Magnifique beaucoup. épopée française. Merci beaucoup, Éric Zemmour. Merci à vous. Et joyeux Noël. Joyeux Noël à vous.